Bonjour et bienvenue sur le podcast Le corps a ses raisons. Je m'appelle Lisa et je suis atteinte de la maladie de Crohn depuis 4 ans. J'ai créé ce podcast qui raconte le parcours de personnes atteintes de maladies diverses, souvent rares et méconnues. Tous les mois, j'accueille une nouvelle personne pour nous parler de son parcours avec sa maladie ou sa pathologie. Je les invite à se dévoiler avec sincérité et sans tabou, dans le but d'ouvrir la parole sur des thématiques de santé qui sont parfois difficiles. Je vous souhaite une très bonne écoute sur Le corps a ses raisons. Dans ce nouvel épisode du podcast Le corps a ses raisons, j'accueille Adoli, une illustratrice talentueuse atteinte d'une névralgie pudendale, une pathologie qui lui provoque des vives douleurs qu'elle compare à un accouchement et qui l'empêche aujourd'hui de s'asseoir. Bonjour Adoli, merci d'être présente aujourd'hui pour témoigner sur le podcast. Donc aujourd'hui tu vas nous parler de la névralgie pudendale, si je le prononce bien, qui est une pathologie assez handicapante. Et je dois avouer qu'en fait, avant qu'on en discute ensemble, c'est pas du tout une pathologie que je connaissais. J'en avais jamais entendu parler. Donc avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux juste nous parler un peu de toi et te présenter ? Oui, donc merci de m'avoir invitée. Donc je suis illustratrice, j'ai 40 ans, je vis sur la côte ouest, près de Nantes, et du coup je suis atteinte de la névralgie pudendale depuis 2 ans, un peu plus de 2 ans maintenant. Et voilà, je vais vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit, je vais essayer. La névralgie pudendale, c'est une atteinte du nerf pudendal qui passe dans le bassin et qui se divise en 2 branches qui passent au niveau des fesses, en fait, dans le bassin, de chaque côté, dans un canal qui s'appelle le canal d'Alcock. Et donc, ce nerf peut être pincé dans le canal d'Alcock lorsque l'on s'assoit. Ça, c'est une des atteintes du nerf. Sinon, ça peut être une maladie inflammatoire. C'est soit inflammatoire, soit mécanique, ou alors le nerf est abîmé. Bon, en fait, on peut pas vraiment le savoir. C'est assez compliqué à détecter. Et donc, ce qui provoque une atteinte du nerf pudendal avec des douleurs très très fortes. Des douleurs de type décharge électrique, brûlure. Moi, je ressens aussi d'autres choses parce que quand on tape névralgie pudendale sur Google, on a une description type, mais en fait, chaque atteinte est différente. Donc, Moi, c'est vrai qu'en faisant des recherches, j'ai vu que c'était du coup, ça touchait la région du périnée. Et du coup, c'était en fait la région entre les organes génitaux et l'anus, en fait. ouais, c'est ça. Exactement. Puis l'intérieur, enfin moi j'étends ça quand même à l'intérieur du bassin, quoi, au niveau du ventre. En fait, donc il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans et demi, le 2 janvier 2019, je m'en souviens très bien, on était à Lisbonne avec mon mari, on se baladait et puis on était à l'hôtel, donc on rentre à l'hôtel pour manger et là dans la chambre, je me mets à avoir une douleur que j'avais jamais ressentie, très très violente et soudaine. Je pouvais plus bouger, je me suis allongée, je ne pouvais plus bouger d'un pouce et je sais pas combien de temps ça a duré exactement parce que je trouvais ça tellement dur que j'ai eu l'impression que ça durait des heures, mais en fait je pense que ça a dû durer une vingtaine de minutes. J'ai cru que c'était, parce qu'on m'avait dit que ça aussi c'était très douloureux, j'ai cru que c'était quand ça s'appelle quand on a des caillots dans les reins, je sais plus, une colique néphrétique. Je me suis dit tiens, c'est peut-être une colique néphrétique. On m'a dit que c'était très douloureux comme ça. Et donc je me suis dit, il va falloir que j'aille aux urgences, au Portugal. Bon, hein. Tu sentais vraiment que c'était qu'il fallait aller aux urgences, quoi, qu'il fallait consulter. Ouais, parce que là, c'était insupportable. Je me suis dit, c'est pas possible. Là, qu'est-ce qui se passe ? Voilà, j'avais jamais ressenti ça. C'était au niveau c'était à l'intérieur, ouais, dans le bassin, dans le périnée. J'arrivais pas trop à définir exactement. C'était pas des grosses décharges électriques et lancinantes. Et du coup, on n'a pas été aux urgences parce que ça s'est passé complètement tout seul. On est reparti marcher comme si de rien n'était. Mais j'ai presque oublié cet épisode. Enfin, ça m'a un petit peu travaillé quand même. Je me suis dit, bizarre quand même, le truc. Bon. Et puis, on est rentré en France. J'ai eu un petit peu mal au dos pendant 2 mois.
J'avais comme une lombalgie un peu. Je me souviens parce que je déménageais de bureau et j'intégrais un espace de coworking avec des amis et je pouvais pas faire grand-chose. Je pouvais pas les aider trop à porter les cartons. Et au mois de mars, un après-midi, j'ai plus la date exacte, mais je me suis assise pour prendre le goûter avec mes enfants et là, le même type de douleur m'a encore plus fort et j'ai dû ramper jusqu'au lit. Je sais même pas si mon mari m'a porté. On était là. Il y avait les enfants, mon mari. Et là, on a appelé le SAMU. Ils sont venus me chercher sur un brancard. Je pouvais plus du tout bouger. J'avais l'impression d'accoucher. Le type de douleur un peu extrême. J'avais l'impression d'avoir des contractions et d'être vraiment en phase d'accouchement sans péridurale, quoi. Pour celles qui ont connu ça, aux urgences, le diagnostic, je fais un peu court, mais le diagnostic a été posé très vite. Bon, j'ai attendu dans un couloir pendant. Mais sur le brancard, je pouvais plus du tout bouger. Et il y a un médecin un urgentiste qui est venu me voir et qui m'a posé 2 types de diagnostics, soit le syndrome de la queue de cheval, c'est un nerf qui est pincé au niveau de la colonne vertébrale, ou alors la névralgie pudendale. Ils ont voulu me garder la nuit pour me mettre sous morphine et j'ai refusé parce que je supporte pas la morphine. Et du coup, ils m'ont renvoyé chez moi en pleine nuit avec ça, avec ces deux possibilités Et la douleur qui continuait qui était toujours lancinante mais qui diminuait. Puis je me suis endormie quand même. Et le lendemain, j'ai pris rendez-vous en urgence chez mon médecin généraliste. Aux urgences, eux, ils t'ont du coup proposé entre guillemets, hein, Ouais. ils t'ont dit soit c'est ça, mais ils ne t'ont Ouais. pas fait d'examen particulier type Non. Radio. Non. D'accord. Non. Ils m'ont dit voilà, il faudra faire toute une batterie d'examens, mais on soupçonne vraiment que ce soit ces deux types de pathologies. Et quand j'ai vu mon médecin généraliste, j'ai eu une certaine forme de chance quand même dans cette histoire, c'est elle a 4 patientes qui souffrent de cette pathologie. Donc finalement, elle est rare, mais quand même, j'habite une toute petite ville, c'est quand même. J'ai de la chance parce qu'elle connaissait, donc il n'y a pas eu d'errance du tout. Elle m'a prescrit tout un tas de scanners, je crois que j'ai fait une IRM aussi, j'ai passé plein de choses pour qu'on enlève le risque que j'ai une tumeur qui appuie sur le nerf, voilà. Encore dans mon malheur entre guillemets, j'ai eu de la chance que le centre spécialisé, je sais pas si c'est le centre mondialement reconnu, mais en tout cas au niveau européen, il se trouve à Nantes, le centre sur la névralgie pudendale, sur les douleurs périnéales plus largement, mais il y a toute une équipe qui s'occupe de cette pathologie et donc j'ai pu subir quand même tout un tas d'examens approfondis par des professeurs spécialisés. C'est quand même très compliqué ça se guérit pas vraiment en fait. En termes de traitement, il n'y a pas vraiment de traitement en fait c'est juste peut-être éventuellement des traitements qui vont aider à supporter la douleur, peut-être en... Alors en fait, ce type de douleur n'est soulagé par aucune molécule. Ça, c'est très compliqué déjà. Que ce soit la morphine, tout ce qu'on pourrait prendre, ça ne soulage pas la douleur. Il y a qu'une seule chose qui peut aider, ce sont les antidépresseurs. Moi je sais pas la différence, mais anxiolytiques, antidépresseurs, il y a un des traitements qui fonctionne sur certaines personnes, mais moi j'ai cru comprendre quand même que c'était des personnes qui étaient pas atteintes sévèrement. Donc moi j'ai tout essayé, hein. J'ai tout essayé et ça n'a pas fonctionné du tout. Après, je sais pas comment je suis atteinte parce que à part ouvrir et voir comment l'état du nerf, on peut pas vraiment le diagnostiquer de quelle manière le nerf est atteint. Si c'est de façon mécanique, j'ai pas l'impression d'avoir une maladie inflammatoire, mais bon, c'est probablement une compression mécanique parce que je ne peux plus du tout m'asseoir. Depuis 2 ans et demi, je ne m'assois plus du tout. C'est vraiment le truc, le handicap principal de cette pathologie. Et donc justement, tu disais qu'on pouvait ouvrir pour aller regarder et on t'a jamais justement proposé une opération éventuellement
Si, mais c'est pareil. Là, je suis retournée voir en me disant, tiens, je vais quand même retourner voir qu'ils en disent sur Doctissimo, tout ça. Mais en fait, c'est tellement synthétique ce qu'ils disent. C'est soit vous pouvez essayer tel ou tel médicament, soit il y a l'opération qui réussit à 70%. Mais en fait, non, c'est pas du tout ça. C'est que on peut nous proposer une opération qui peut soulager dans 70% des cas, mais soulager. C'est-à-dire que Ça n'arrange pas le problème en soi. bah, ça ne guérit pas vraiment. Moi, si on me dit demain t'es soulagé de 20%, je prends, hein, je me fais opérer. Mais sauf qu'en fait, le professeur qui opère m'a vu la dernière fois que je l'ai vu, ça s'est terminé par j'ai pas très envie de vous opérer. Donc c'est très complexe comme opération. C'est une pathologie qui fonctionne par crise, comme tu le disais. Et entre le moment où tu as été diagnostiquée et aujourd'hui, quelle a été en fait La courbe un peu. C'est ça, Enfin, oui. ouais. Enfin, Alors en fait, quand j'ai été diagnostiquée, j'ai vécu un peu une sorte de déni et puis de dépression, hein, complètement. Même pendant 6 mois, les 6 premiers mois, c'était parce qu'on lit forcément des choses sur Internet, hein, on peut pas s'empêcher d'aller sur les forums et tout, et on lit que c'est une maladie tellement douloureuse qu'il y a plein de suicides, qu'on se dit qu'on pourra jamais vivre comme ça, qu'on se dit qu'on pourra pas supporter la douleur, que ne pas s'asseoir socialement c'est très compliqué. Donc les 6 premiers mois, je pense que je me suis entretenue dans ma douleur. J'étais tellement négative que ça entretient une sorte de crispation et de douleur. Ensuite, j'ai essayé plein de choses pendant une année, une petite année, j'ai essayé plein de médecines alternatives qui ont plus ou moins marché, mais pas. Enfin, il y a certaines choses qui m'ont soulagée, pas d'autres. Psychologiquement aussi, j'ai essayé plein de choses, l'hypnose. Et je dirais que oui, ça fonctionne par période de crise. Là, j'ai eu 8 mois quasiment, je veux pas dire sans douleur, mais avec très peu de douleur. Donc, et là, depuis un mois, je suis en crise. ça doit être difficile quand même psychologiquement parce que finalement, 8 mois, ça reste relativement long. On peut se dire, enfin, génial, ça va mieux. Génial, ça va mieux, mais sans m'asseoir quand même, hein. Parce que je sais que si je m'assois, ça recommence. Alors, quand je dis sans m'asseoir, les gens me disent ah là là, mais c'est comment tu fais? Ben en fait, on s'adapte, hein. Donc j'ai développé des astuces. Donc j'utilise beaucoup la position comme les Japonais. Tu sais, je me mets comment dire, accroupie Sur les genoux. sur les genoux, voilà. Ouais. Et je mets un petit coussin sur une chaise et très honnêtement, j'ai fait des repas, je suis allée au restaurant et je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas soupçonné que j'étais pas assise en fait. Je peux tenir, j'ai beaucoup de chance que j'ai les chevilles très souples, donc je peux tenir super longtemps. Et donc j'ai des astuces comme ça qui me permettent de vivre quand même beaucoup mieux que si j'étais tout le temps debout, quoi. Je suis beaucoup debout, mais quand même. Bah, c'est vrai que ça paraît, pour quelqu'un qui s'assoit normalement et Oui. qui a pas forcément de problème, ça paraît un peu incroyable que quelqu'un ne puisse pas s'asseoir. Donc, Ouais, c'est clair. et justement, bah, tu parlais un peu du regard des gens et tout, qu'ils soupçonnaient pas forcément. Ah bah personne ne soupçonne, hein, parce que j'ai l'air totalement normale. En fait, c'est une pathologie invisible, hein, comme beaucoup. Ah bah complètement, hein, complètement. Là où les gens peuvent le remarquer, c'est quand je suis invitée quelque part. Oui, voilà, j'ai des astuces, mais enfin les astuces, voilà, elles ont leurs limites quand même. Des fois, je suis obligée d'expliquer. Là où c'est le plus handicapant pour moi et que maintenant j'ai une stratégie d'évitement, on va dire, ce sont les rendez-vous de type rendez-vous chez le banquier, chez l'assureur, ou tout ça, dans un bureau où je vais devoir expliquer que je vais pas m'asseoir normalement sur la chaise ou que je vais rester debout. Et c'est en regardant sur internet, parce que du coup j'ai fait un peu de recherche sur cette pathologie, j'avais vu qu'en fait le nerf pudendal, avant on l'appelait le nerf honteux, parce que c'était en fait le nerf qui touche un peu des parties intimes en fait. Est-ce que toi des fois, je sais pas si c'est de la honte ou plus vraiment comme tu disais de l'évitement parce que t'as pas forcément envie d'en parler, que les gens le sachent, ou est-ce que c'est un peu aussi un côté, bah, je suis pas comme les autres et j'ai un peu honte, quoi.
Alors de la honte, non, mais j'ai pas du tout envie. C'est pour ça que j'ai aussi beaucoup hésité avant de faire ce podcast ou d'en parler. J'ai quand même une communauté sur les réseaux de par mon travail et j'hésitais pas mal à en parler parce que je veux pas être identifiée comme handicapée en fait, hein, tout simplement. J'ai pas envie d'être vue comme la nana qui est malade, la nana qui veut pas s'asseoir, la nana qui est malade, parce qu'en fait je suis pas du tout ça. Et je ne suis pas non plus ce qu'on lit sur internet. J'ai pas forcément le type de douleur qu'on peut lire dans les descriptifs. On lit des choses atroces sur les rapports sexuels, sur le fait d'aller à la selle et tout. Mais moi, j'ai pas du tout ces problèmes-là. Donc, chaque cas est différent. Par contre, moi, je peux pas m'asseoir. Alors qu'il y en a qui peuvent s'asseoir. Donc, je suis plutôt très positive, même s'il y a des moments vraiment difficiles. Mais quand même, depuis que j'ai eu ces 8 mois là, où j'étais mieux, hein, vraiment. Même, je pense qu'il y a des gens qui ont même oublié hein, que ce que j'avais. Des fois, ma mère qui me dit, bah assieds-toi quand même, maman. Donc, je travaille. Je me suis arrêtée les premiers mois parce que je faisais une dépression, hein, que je voyais tout en noir, mais ça s'est vite résolu et je travaille. J'ai une vie. Bon, il y a des choses qui m'embêtent quand même. Il y a des choses. Là, je vois bien que je peux plus conduire trop là, parce que la conduite. Je suis obligée de me mettre en position assise. Je peux faire des tout petits trajets, mais après j'ai vraiment mal et je me demande si c'est pas ça d'ailleurs qui a créé cette nouvelle crise. Donc par exemple de me dire que je peux pas emmener mes enfants au sport ou que s'il y a une urgence, je peux pas les emmener chez quelqu'un, ça m'embête vraiment. C'est un handicap qui te gêne un peu sur des petites choses du quotidien, mais en fait finalement mise bout à bout, c'est quand même assez handicapant quoi dans le quotidien. Ouais. Mais on s'adapte, hein, on s'habitue. Mais y a pas le choix. De toute façon. Voilà, c'est ça en fait. Hein. Et du coup, tu parlais de tes enfants et de ton compagnon. Ouais. Comment ils ont réagi face à ça? Parce que pour les proches, c'est pas toujours évident de voir quelqu'un de notre famille qui souffre. Et puis ensuite, c'est vrai que justement, pour toutes les activités familiales, tout ça, est-ce que parfois c'est un peu chamboulé tout ça? Hyper soutenue, je suis hyper soutenue. J'ai vraiment une famille et un noyau dur d'amis qui sont extra, pas de jugement, heureusement. Enfin, j'ai eu quelques personnes dans mon entourage très présentes dans les premiers mois, surtout quand j'avais vraiment besoin de de parler. Et puis j'avais une ou deux amies et je pense à ma belle-sœur aussi qui m'appelait tous les 2 jours. Pour vraiment pas que je craque quoi, je pense aussi. Et mon mari évidemment hyper présent, hyper attentif, on parle beaucoup, on discute beaucoup et on rit beaucoup aussi. On en rigole, on se fait des blagues, enfin il me fait des blagues et on en rit. Je vis normalement. Alors je pense que finalement cette crise sanitaire m'a un peu aidée parce que on a moins vu de monde, on a moins mangé au restaurant, fait de ciné, tout ça, des choses que j'ai du mal à faire quand même. Donc ça m'a simplifié la vie en fait un peu. Rester à la maison, la maison, moi c'est ma zone de confort, hein, clairement. Je peux me mettre en position à genoux sur la table du salon, on se fait un apéro. Je peux me mettre dans le salon de jardin, je suis bien. À table à la maison, il y a pas de malaise quoi. Mais alors le changement qu'il y a eu quand même entre la première et la deuxième année, c'est que je ne m'interdis plus rien, quasiment. C'est-à-dire que si on est invité en région parisienne, j'y vais. L'été dernier, on est parti en vacances, on a changé de voiture on a pris une 7 places pour que je puisse m'allonger. On a sacrifié nos économies et puis voilà, on a fait ça. C'est-à-dire que je me dis plus non, ça c'est impossible. Mais bon, il y a des limites, hein. Il y a des grosses limites. Par exemple, la chose qui me dérange le plus dans cette maladie, c'est que je ne peux pas faire de sport. J'ai essayé, réessayé, et c'est même pas la peine. En fait tous les muscles, tout type de sport sollicite les muscles
du périnée. D'ailleurs, on dit bien qu'il faut se muscler le périnée et tout ça. Mais moi, si je me muscle le périnée, eh bien, ça comprime les nerfs. Donc, ça touche le nerf, en fait. Dès que je fais une activité sportive, donc j'étais très sportive et ça, c'est quelque chose je travaille là-dessus, mais c'est compliqué. Je marche quand ça va bien, je peux marcher. Je peux marcher à peu près 45 minutes, 1 heure par jour quand je vais bien. Mais là, j'ai essayé de faire un peu plus et depuis je suis en crise et je peux plus. Ce qui identifie bien cette pathologie aussi, c'est que la nuit, on a pas mal. Avec le sommeil, tout s'arrête. Et ça, c'est assez génial quand même, heureusement. Ça permet de récupérer. Donc si vraiment j'ai très mal, je vais me coucher puis je dors et la douleur s'arrête. C'est questionnant, hein, ça. Tu dis qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, quoi, pour que les fils se touchent et à un moment donné on dort et ça se débranche, quoi. C'est quand même assez improbable. Et quand je suis en période de crise comme en ce moment, je peux avoir une douleur supportable à partir du début de l'après-midi jusqu'au soir et le soir ça se complique. Le soir j'accouche, quoi. Le soir j'ai des douleurs d'accouchement. C'est ça c'est un peu ça, mais les douleurs que je ressens, c'est comme si on m'écartelait, quoi. C'est un peu voilà. Mais quand je m'endors, ça s'arrête. Est-ce que tu sais il y a de la recherche qui est faite par rapport à ça, si la recherche elle est active ou s'il y a des associations? Justement, non, je sais pas. J'ai une connaissance qui est illustratrice qui souffre d'une autre pathologie qui m'a dit, je sais pas si tu connais la plateforme Compare, Compare. C'est justement une plateforme qui te permet de témoigner sur ta pathologie et qui peut faire bouger les choses. Tu remplis des questionnaires, tu réponds et elle l'a fait et ça a débouché sur un jeu de société sur une autre pathologie, mais c'est très intéressant, je trouvais. Donc je pense que je vais prendre le temps de répondre à des questionnaires et pourquoi pas d'envoyer faut en parler. C'est pour ça que je fais ce podcast aujourd'hui aussi. Je pense qu'il faut en parler. Comme toutes les maladies, je sais pas si ça va faire bouger les choses, mais en tout cas en parler, puis que les gens qui souffrent aussi dans leur coin, s'ils se reconnaissent, gardent de l'espoir quand même, parce que sur les forums c'est quand même très 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 noir le tableau. Dire quand même qu'on peut vivre avec, on peut vivre plus ou moins bien, mais que j'ai une vie quand même. Je suis hyper épanouie finalement quand même, donc c'est paradoxal, mais je suis heureuse. Maintenant, tu dis que tu es épanouie malgré tout, malgré ce handicap. Mais du coup, est-ce que ça veut dire que finalement, maintenant, tu acceptes la maladie? Je l'accepte. C'est pas vraiment une maladie, c'est une atteinte, douleur neuropathique, mais bon, c'est pas une maladie parce que a priori ça évolue pas non plus. Ça peut, parce que si le nerf est abîmé, il peut continuer à s'abîmer s'il est coincé. Bon, voilà, c'est pour ça aussi que on dit qu'il faut se faire opérer. Enfin, les spécialistes disent qu'il faut se faire opérer. Bon, là-dessus, je suis encore, je sais pas trop. Finalement, j'ai l'impression qu'il n'y a pas encore de protocole type, en fait. Il y en a un, mais ils sont encore... ça s'appelle les critères de Nantes, parce que vraiment, Nantes, il y a un pôle, comme je te disais tout à l'heure, de recherche quand même. Donc en fait, tu vas faire un block test, c'est-à-dire qu'on fait une infiltration où il t'infiltre de l'anesthésiant au niveau du nerf. Alors soit d'un côté, soit des deux côtés. Moi, ils m'ont fait les deux côtés. Et suite à ça, on voit si tu n'as plus mal du tout quand tu sors de ce block test. Ça veut dire que c'est vraiment la névralgie pudendale et que tu peux te faire opérer. C'est un des critères. Et moi, ça a fonctionné, même si l'anesthésiste voulait refaire parce que j'étais tellement crispée que je lui ai donné des coups de pied, je crois. À ce niveau-là aussi, j'ai coupé un peu avec tout le corps médical parce que je trouve ils ont un gros travail à faire au niveau psychologique. J'ai eu affaire à des gens vraiment pas du tout formés pour parler à des patients qui souffrent, franchement. Là-dessus, il y a un énorme travail à faire et c'est grâce à une kiné que j'ai repris espoir parce qu'elle était très 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 positive. Une kiné sur Nantes qui s'occupe des douleurs périnéales et elle a toujours été très très positive et j'ai gardé des petits
des petits mantras, des petites phrases qu'elle me disait et que je me répète souvent. Et bon, je préfère parler du positif, mais il y a eu vraiment du très 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 négatif dans le personnage soignant. On est un cas en fait. Ils prennent pas en compte la psychologie du patient ou l'humain en fait. On est un cas. Et donc bon bah la première fois que je me suis rendue pour faire l'infiltration, j'étais tellement stressée que arrivée dans le cabinet, j'ai dit au spécialiste que je ferais pas l'infiltration. Et là, il était je sais pas s'il était vexé ou si ça le faisait suer parce qu'il perdait un créneau et il m'a quand même dit bon bah de toute façon, vous reviendrez me voir quand vous serez au fond de votre lit et que vous pourrez plus bouger et que vous crierez de douleur. Puis un des premiers rendez-vous que j'ai eu avec un médecin généraliste, c'était pas du tout enthousiasmant non plus, hein. Je pense qu'il faut pas dire, enfin je sais pas, hein, je suis pas médecin non plus, mais on dit pas à un patient comme ça de but en blanc. Alors j'ai pas les mots qu'il ou elle a employés, mais c'était très violent. C'était bon bah j'ai des patients comme ça, bah vous aurez plus de vie, ils travaillent plus. Ah ouais non mais l'horreur. L'horreur. Mais tu vois, ça commence dès la salle d'attente. Tu vas dans un centre spécialisé où il y a des gens qui viennent. Moi, j'ai de la chance, j'habite à côté de Nantes, mais il y a des gens qui viennent de l'Europe entière, des gens qui peuvent pas s'asseoir. Ils arrivent dans une salle d'attente, un couloir avec des chaises. Je veux dire, à un moment donné, c'est pas compliqué de mettre des coussins par terre, des poufs, j'en sais rien moi, mais c'est incroyable. Moi, ça me semble incroyable. J'ai vu un gynécologue qui fait les opérations, qui est très gentil. J'ai bien discuté avec lui, mais c'est pareil. J'ai attendu 3 heures dans une salle d'attente d'hôpital debout, incroyable. Et il m'a ausculté et ça a été très violent. Il a appuyé très fortement. Il m'a donné un coup en fait à l'intérieur pour voir si ça me ferait mal. Bah oui, effectivement, je pouvais plus marcher après. Et il m'a laissé repartir quand même. C'est pour ça que j'ai du mal à me dire bon, si je veux me faire opérer, il va falloir que je revoie tous ces gens-là. Ouais, j'ai du mal à faire confiance et j'ai du mal à me dire que je vais être traitée encore comme un cas. Ils vont devoir appuyer partout pour voir si j'ai vraiment mal. Mais après, j'imagine que la médecine fonctionne comme ça et qu'il n'y a pas le choix peut-être. Rien que d'en parler, ça me donne la nausée, tu vois. Parfois, il y a des personnes qui, pour eux, pensent que c'est normal en fait que les médecins sont là pour nous soigner pour une pathologie ou pour un problème en particulier. Pour moi, je sais que tout ce que tu me dis là, ça me paraît un peu aberrant, quoi. Ouais, moi je discutais avec une amie qui est kiné et qui me disait, alors je sais plus quel terme elle emploie, mais elle dit que quand on parle de façon négative à un client, les choses ne fonctionnent pas. Elle me disait, si tu vas te faire opérer en pensant que ça ne fonctionnera pas, il y a de grandes chances que ça fonctionne mal. Ou si un médecin te parle de façon très négative d'une procédure qu'il va appliquer, bah il y a des chances que ça te fasse très mal ou tu vois, enfin. Et moi j'y crois vraiment à ça. Je pense que il faut être positif. Je suis pas en phase terminale de cancer quand même si c'est très douloureux et qu'il y a peut-être pas une issue, il y a pas de miracle possible peut-être, mais moi j'y crois quand même parce que sinon, enfin, j'ai envie de croire quand même. Je pense qu'il faut quand même rester positif et trouver des moyens d'en parler. Au début, on a énormément de questions, et encore maintenant, hein, parce que je crois que j'ai même pas enregistré toutes les réponses qu'on m'a données, et j'y retournerai peut-être avec les mêmes questions que j'ai posées au début, et on m'a répondu, mais de façon... Par exemple, je peux pas porter enfin c'est très aléatoire aussi, mais je peux pas porter de jeans serrés. Ça me crée des décharges électriques. Par contre, je peux porter un legging de sport. Et j'ai demandé à un des praticiens, je lui ai dit, mais pourquoi? Bah, et si on le savait? Bien sûr qu'on le sait pas, sinon si on le savait, on le dirait. On répond pas comme ça à un patient, quoi. Je veux dire. Et du coup, est-ce que tu dirais aujourd'hui que ton rapport, enfin ta mentalité par rapport à tout ce qui est maladie et pathologie, elle a changé? Ah bah oui, ah ouais, complètement, complètement. Moi, j'ai une histoire familiale aussi assez balèze avec la maladie, hein. Dans mon entourage proche, j'ai 3 cas de sclérose en plaques, dont mon papa, donc qui avait une sclérose en plaques depuis ses 40 ans. Moi, j'ai 40 ans, donc tu vois, ça fait un peu beaucoup trop de
trop de points communs. Je pense que ça, c'était très difficile à vivre aussi. Donc, ouais, j'ai une histoire familiale avec la douleur et le handicap assez forte. Donc, mon regard a changé, ouais, c'est sûr, parce que je m'imaginais pas du tout. En fait, quand je pensais à des gens handicapés ou que je pensais à mon père, mes tantes, tous les amis que j'ai eus qui ont eu des handicaps comme ça, je me disais que je ne pourrais jamais vivre comme ça, que je ne pourrais jamais vivre avec ça et ben en fait si, bien sûr. J'ai la chance d'être super bien entourée et ça c'est énorme, hein. Ça fait 50% de tout, mais il y a le mental qui évolue et aujourd'hui je me sens vraiment forte. Je me sens vraiment beaucoup plus forte qu'avant d'avoir. C'est un peu bateau, on entend souvent des gens dire oui, avant d'être malade, j'étais pas vraiment moi-même et tout ça, mais en fait vraiment. Mais quand on le vit pas, on se dit ouais, encore une énième personne qui va nous dire que depuis qu'elle est malade, en fait, elle se sent presque mieux. Moi, je sais que quand j'entendais ça, bon, ça me faisait presque ni chaud ni froid, mais je me disais ouais, encore une qui va nous. Mais c'est vraiment vrai, comme tu dis. On se transcende en fait. Je sais pas comment expliquer, mais moi je pensais pas que j'avais ces réserves-là. Je pensais pas que j'avais cette force. Je pensais pas que j'étais capable de surmonter tout ça. Je pensais pas que j'arriverais à vivre avec ça. Je sais ce que je veux. Je profite beaucoup plus des moments aussi, du moment présent et des moments que je passe. Un petit moment, parce que il y a des choses que je peux pas faire, donc je peux pas me dire je serais heureuse quand je partirais au Népal faire un trek, un truc un peu inatteignable, mais je serais heureuse que quand je partirais en voyage et tout, parce que c'est pas vrai, faut pas que j'attende ça quoi. Donc si je vais marcher dans le sable avec mes enfants à la mer un dimanche, bah, ça me rend hyper heureuse. Que je me dis waouh, je suis là, je peux marcher. Aujourd'hui, je peux marcher. J'ai les pieds dans l'eau et je marche et il fait beau et voilà. Tous les matins, je vais marcher, je me lève et je vais marcher pieds nus dans l'herbe dans le jardin. Et ça fait beaucoup de bien. Surtout quand l'herbe est un peu froide, là, ça fait du bien. Et là, je me dis, ouais, je peux marcher, je me sens bien, j'ai pas de douleur. Je me dis, profitons. C'est ta devise, profiter? Non, ma devise, c'est plutôt ça va passer. C'est plutôt quand enfin, je réfléchissais à un mantra ou quelque chose que je me répétais le plus souvent, c'est bon, la douleur là, elle va passer, ça va passer. Ça va aller, ça va passer. Respire et ça va passer. Et puis profiter, oui, c'est même pas une devise parce que ça, je le fais du coup. C'est mon papa qui me disait, qui était à temps de plein de trucs et qui se plaignait jamais et qui me disait tout le temps, t'inquiète pas, ça va aller. Et c'est lui qui rassurait les autres presque, mais ça ira, t'inquiète pas. Donc voilà, je me répète ça quand même souvent. Et aujourd'hui, si tu avais quelqu'un en face de toi qui avait les mêmes soucis que toi, qui venait d'être diagnostiqué ou en cours de diagnostic, qu'est-ce que tu lui dirais? Il y a des gens qui sont venus vers moi parce qu'ils avaient cette pathologie et c'est assez compliqué parce qu'ils sont dans la même phase que j'étais au début et ils sont dans une phase où tout est noir et où ils testent plein de choses et je pense qu'en fait ce chemin-là il est un peu inévitable. J'ai l'impression qu'il faut passer par là pour c'est une phase quoi. Après il y a l'acceptation mais d'abord, il y a le déni, et il y a la colère, et il y a la tristesse. Et s'ils viennent d'être diagnostiqués, je leur dirais que il faut pas se focaliser sur la douleur. Et il faut se dire que la douleur va passer. Il faut respirer, et puis il faut pas focaliser sur la douleur, parce que sinon la douleur, elle va s'installer. Il faut vraiment la laisser passer, et puis il faut essayer d'aller marcher un petit peu tous les jours. Il faut voir du monde, faut pas se renfermer. Moi, j'ai l'immense chance, alors je l'ai pas évoqué encore, mais d'avoir le dessin comme passion et comme travail, et de faire un métier qui me passionne, mais il y a beaucoup de gens qui font un métier qui les passionne pas. Et quand on souffre, je pense que c'est très compliqué d'aller au travail. Alors que moi, ça, c'est mon évasion. Je veux dire, je m'évade complètement avec mon travail, avec le dessin, avec les rencontres que je fais, avec les projets que j'ai. Et ça, c'est une chance énorme. C'est vrai qu'en plus, pour faire le parallèle un petit peu, on me demande très souvent, parce que bon, pour les personnes qui connaissent pas, je dessine beaucoup sur le corps féminin, je dessine beaucoup de femmes nues, je dessine beaucoup de fesses, donc et les gens ne font pas le rapprochement du tout, mais il y a quand même une grosse part mais c'est pas de l'inconscient en fait, c'est que je dessine la partie de mon corps qui me fait le plus souffrir quasiment. J'ai besoin depuis encore plus. Avant, je dessinais déjà beaucoup de corps féminins, mais depuis 2 ans et demi,
c'est quasiment 70% de mon travail. Et puis, je travaille sur un projet Là, tout de suite, je travaille sur un projet de jeu de société, donc c'est top, un super jeu de société. Je fais une collaboration aussi avec The Simone, des t-shirts, des sweats et des tote bags. Quoi dire de plus? Continuer à faire comme ce qu'on fait. J'ai pas envie de devenir une personne handicapée parce que j'ai fait ce podcast. J'ai pas envie de changer aux yeux des personnes qui me connaissent déjà. Je pense que tu témoignes finalement pour aussi sensibiliser justement à cette pathologie qui est pas connue, et aussi pour justement pouvoir éventuellement aider d'autres personnes qui se retrouvent un peu dans la même situation que toi, donner un peu de lumière aussi. Et après, est-ce que éventuellement, si les gens veulent peut-être t'écrire pour eux te proposer éventuellement des choses que eux ils ont pu bénéficier, est-ce que ça pourrait t'intéresser Donc s'il y a des témoignages positifs qui ont peut-être qui ont la même problématique que moi, qui peuvent pas s'asseoir parce que encore une fois il y a plein d'attentes différentes, mais ça m'intéresserait beaucoup. Après si vous voulez me faire juste un petit coucou, ça me fait plaisir aussi, hein. Mais je pourrais pas répondre à tout le monde, mais en tout cas c'est avec plaisir que je témoigne aujourd'hui, et je vais essayer de faire quelque chose d'illustré sur le sujet peut-être cet été. Mais j'ai du mal à trouver la façon d'en parler encore. C'est pas évident. Donc voilà. Mais le podcast, du coup, c'est un bon moyen pour c'est assez simple en fait, voilà, de parler. Et bizarrement, mon moyen d'expression favori, c'est le dessin, et j'ai du mal à mettre tout ça en dessin. Mais je pense que ça sera un passage. Il faut que je trouve le moyen de le faire. Donc voilà, hein, je pense que j'ai dit, mais comme je te disais, hein, j'aurais encore plein de choses à dire, mais rester, voilà, je suis dans une attitude plutôt positive, et les gens qui sont atteints, s'ils m'écoutent, mais c'est facile à dire, hein, parce que il y a des gens qui souffrent encore beaucoup plus que moi et qui peuvent pas bouger, qui peuvent pas marcher. Mais essayer de rester le plus positif possible, ça marche vraiment. C'est pas qu'une image que le positif entraîne le positif. Ça, j'en suis convaincue. Merci Adoli d'être venue nous parler de ton parcours avec cette pathologie handicapante. Pour plus d'informations sur la névralgie pudendale, rendez-vous sur l'association d'information sur la névralgie pudendale et les douleurs pelvipérinéales. Vous pouvez retrouver cette association sur le site association-ainp.com. Vous pouvez également retrouver Adoli sur son compte Instagram Adoliday, sur lequel elle partage tout son travail d'illustratrice. Pour ma part, je vous remercie pour votre écoute et je vous donne rendez-vous pour une prochaine pathologie.